dernier mot sur le sujet. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Naïma. Je suis sur la séquence médiatique d'Emmanuel Macron. On ne peut pas aujourd'hui s'étonner de la réaction des Mahorais. Excusez-moi, Emmanuel Macron porte une immense responsabilité sur ce qui vient de se passer. Non pas sur le cyclone, mais sur justement le bilan qu'il a vis-à-vis de Mayotte. Parce que je vais prendre deux sujets pour illustrer mon propos. Le premier point, c'est sur le chaos migratoire. On dit effectivement, vous avez rappelé les chiffres, 50%, etc. Emmanuel Macron, il porte une immense responsabilité parce qu'il se fait marcher dessus par le président des Comores. En 2019, il a signé un accord de coopération migratoire avec les Comores et le président Assoumani des Comores a rompu unilatéralement un an plus tard l'accord en disant finalement Emmanuel Macron, on s'en fiche, je m'en fiche de cet accord et je lui marche dessus et je pense, et le président comorien dit à chaque fois dans ses déclarations que Mayotte c'est une île des Comores. Donc à un moment donné, si Emmanuel Macron n'est pas capable de faire respecter l'autorité de l'État français face aux Comores, il y a un problème. Le deuxième point, c'est sur les questions économiques, et je terminerai dessus, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas renversé la logique du paradigme économique sur Mayotte. Le premier élément, c'est qu'en fait, vous avez 40% de dépenses sociales dans les Outre-mer, 47% pour être plus précis dans les Outre-mer, et pourtant, à Mayotte, il y a 77% de pauvres. Donc à un moment donné, le président de la République qui a effectivement fait le diagnostic que parfois on dépensait tellement d'argent pour finalement des résultats qui étaient médiocres avec beaucoup de pauvreté, devrait appliquer le diagnostic qu'il a déposé sur Mayotte et justement prendre en considération les populations. Et donc à un moment donné, quand vous avez un chaos migratoire et un chaos économique et social à Mayotte, c'est normal que les gens vous reçoivent mal. Pour le coup, effectivement, qu'aujourd'hui se compromettent avec l'islamisme, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation nationale fait face à une offensive islamiste sur un ensemble de territoires perdus de la République. Et d'ailleurs, de plus en plus de territoires, au-delà même de ces fameux quartiers. Et donc, tant qu'on ne résout pas cette question-là de l'islamisme dans notre société, on n'avancera pas. Et effectivement, l'assassinat de Samuel Paty, la décapitation de Samuel Paty, c'est un message qui nous a été envoyé par les islamistes, comme quoi notre modèle éducatif d'émancipation républicaine et notre modèle de laïcité est quelque chose qu'ils vont combattre jusqu'à la mort. Et de toute façon, c'est la même chose pour le reste de la civilisation occidentale. Donc on est véritablement sur une guerre de civilisation sur notre sol. Et donc il faut effectivement que la justice, qui doit effectivement rendre le compte au nom du peuple français, doit justement mettre les bouchées doubles pour pouvoir répondre à cette offensive islamiste. Et donc c'est pour cela que effectivement des solutions comme la déchéance de nationalité, des solutions comme justement nous on propose de créer un délit d'intelligence avec l'islamisme pour que justement les gens qui se compromettent avec l'islamisme soient jugés beaucoup plus sévèrement et puis qu'on puisse ensuite après effectivement expulser les islamistes étrangers, ce qui me paraît naturel aujourd'hui dans notre pays. Toutes ces mesures-là doivent être mises en œuvre par effectivement l'administration et la justice pour qu'on en finisse avec cette fameuse doctrine doctrine de l'excuse, culture de l'excuse et pas de conflit, pas de vague, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans les services publics plus globalement. Et donc dès lors que la société se met tout en œuvre pour justement lutter contre l'islamisme, alors effectivement on évitera des Samuel Paty ou des Dominique Bernard, parce que pour l'instant on en prend le chemin fort malheureusement. Alors, sur LR par exemple, je pense que dans un premier temps, sur les Républicains, la donne est la suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Républicains ont annoncé des lignes rouges, c'est-à-dire que les deux lignes rouges sont pas de ministre du NFP et pas de programme et pas l'application d'une partie du programme du NFP. Pourquoi ? Parce que effectivement, Bruno Retailleau est un bon candidat pour le ministère de l'Intérieur, de même qu'il y a d'autres personnalités comme Laurent Wauquiez, etc., qui pourraient monter au gouvernement. Mais parce qu'en fait, ça serait absurde de mener une politique de gauche avec des gens de droite, sachant que le pays vote à droite, puisque quand vous regardez les différentes élections européennes législatives, vous avez effectivement 2/3 des Français qui sont plutôt sur les questions de droite. Et comme l'a rappelé d'ailleurs Bruno Retailleau, même les Français de gauche sont d'accord avec les Français de droite sur un certain nombre de sujets, notamment les questions migratoires, les questions sécuritaires et les questions notamment économiques. Donc à un moment donné, ça c'est le premier point. Le deuxième élément, ensuite, vous posez la question jusqu'à quand va-t-il tenir ce gouvernement ? C'est Naïma pose la question. En fait, la difficulté, c'est que je vois pas en quoi François Bayrou, pardon. Voilà, ça y est. Commencez à faire un mix des deux, là, et on est bien parti. Ça va trop vite, on a du mal à suivre. Pourquoi il a plus d'avantages. Vous imaginez les Français qui nous regardent. Pour tenir, en fait. Parce que la réalité aujourd'hui de l'équation de François Bayrou, je vais y arriver, c'est que finalement, il a troqué la dépendance de Michel Barnier qu'il avait à l'égard du Rassemblement national, il l'a troqué avec le Parti socialiste et les écologistes, puisque lui attend une non-censure des écologistes et des socialistes. Seulement, il y a un problème de légitimité démocratique, puisque que valent aujourd'hui électoralement les écologistes et les socialistes ?
pas grand-chose. Quand vous regardez le Rassemblement national, c'est 11 millions de voix. Donc c'est plus logique, c'est plus légitime d'un point de vue politique et démocratique qu'un gouvernement puisse faire des compromis avec le Rassemblement national par rapport à leurs électeurs, plutôt qu'avec les électeurs socialistes ou les électeurs écologistes. Pourquoi ? Parce que faut rappeler quand même que le Parti socialiste ne pèse rien sur le plan électoral. 1,7% à la dernière élection présidentielle, 5% en 2017. Donc à un moment donné, c'est pas naturel qu'aujourd'hui on se mette dans la main. On se met dans la main. Vous avez dit ce qu'a dit. Oui, très rapidement. Je pense que je ne vais pas redire ce qui a été dit. Effectivement, plein soutien à cette femme, à sa famille, évidemment. Mais moi, je pose plus des questions. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, la récupération politique n'a absolument pas lieu d'être sur cette affaire-là, en l'occurrence. Mais pour moi, la question qui va se poser progressivement, parce qu'on est qu'au début finalement de ce procès, de ces éléments judiciaires, de ce dossier judiciaire, c'est en fait ça va être la question de l'application des peines. Je pense que ça va être ça le sujet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des prononcés de peine déjà qui sont en première instance jugés par la famille comme étant pas suffisamment forts, notamment sur un certain nombre de personnes qui sont mises en cause. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, après, il va falloir les faire exécuter, ces peines-là. Et je crains qu'il y ait un différentiel trop important entre le prononcé de la peine et son exécution. Or, on sait bien que c'est quelque chose, aujourd'hui, cet écart-là entre le prononcé de la peine et l'exécution est un problème majeur des Français vis-à-vis de la confiance qu'ils peuvent avoir envers la justice. C'est la mi-temps de ce Mini News Weekend. Rapide. Oui, très rapidement. Je pense que je ne vais pas redire ce qui a été dit. Effectivement, plein soutien à cette femme, à sa famille, évidemment. Mais moi, je pose plus des questions. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, la récupération politique n'a absolument pas lieu d'être sur cette affaire-là, en l'occurrence. Mais pour moi, la question qui va se poser progressivement, parce qu'on est qu'au début finalement de ce procès, de ces éléments judiciaires, de ce dossier judiciaire, c'est en fait ça va être la question de l'application des peines. Je pense que ça va être ça le sujet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des prononcés de peine déjà qui sont en première instance jugés par la famille comme étant pas suffisamment forts, notamment sur un certain nombre de personnes qui sont mises en cause. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, après, il va falloir les faire exécuter, ces peines-là. Et je crains qu'il y ait un différentiel trop important entre le prononcé de la peine et son exécution. Or, on sait bien que c'est quelque chose, aujourd'hui, cet écart-là entre le prononcé de la peine et l'exécution est un problème majeur des Français vis-à-vis de la confiance qu'ils peuvent avoir envers la justice. C'est la mi-temps, la sortie du tribunal. Oui, bien sûr. Mais au-delà de la question sur l'intifada, moi, je veux revenir sur aussi les propos qu'avait tenus le monsieur Imzalem sur un certain nombre de sujets. Notamment, il y avait un reportage de l'Express qui le montrait bien, c'est qu'en dans les années 2010, 2011, 2012, il avait comme obsession d'organiser une contre-société islamique en France. Donc, à un moment donné, ces gens-là, aujourd'hui, qui se réfugient derrière des décisions de justice qui sont faites au nom du peuple français, et effectivement, il ne s'agit pas de la commenter, c'est une déclaration, c'est 5 mois, très bien, ok, dont acte. Mais en revanche, ces gens-là qui se protègent derrière la justice française, donc payés par les impôts des Français, n'ont cessé d'appeler à l'organisation de contre-sociétés. Donc à un moment donné, il faut qu'ils se posent la question, soit ils sont du côté de la France et auquel cas ils en acceptent les règles, les mœurs, les coutumes et ils arrêtent ce type de propos, soit ils sont contre la France et en quel cas il faut qu'ils partent. Qu'ils partent s'ils ne veulent pas aujourd'hui vivre avec les Français, ils n'ont qu'à partir de la France. La France se portera mieux sans des ennemis aujourd'hui qui sont des ennemis de l'intérieur, je pense, me semble-t-il. Allez, un dernier mot sur le